Bonjour à tous, bienvenue à cette vidéo qui va nous permettre aujourd'hui d'attaquer la modélisation. Alors donc on va parler aujourd'hui de modélisation en marketing. Alors c'est quoi la modélisation? La modélisation consiste juste à établir ou à concevoir un modèle qui permet d'expliquer un phénomène ou un comportement, mais sur la base de facteurs ou sur la base de variables explicatifs, mais dans tous les cas des variables qui vont permettre de mettre en avant l'importance de chacune de ces variables ou de ces facteurs-là. Donc en gros, la modélisation, c'est le fait de créer un modèle qui va permettre d'expliquer un phénomène ou un comportement. Alors, en marketing, on utilise la modélisation sur plusieurs domaines dans le cadre de l'analyse du comportement du consommateur. Alors, ça permet à l'entreprise d'analyser le comportement du consommateur et bien entendu de pouvoir identifier les facteurs qui vont expliquer le comportement de ce consommateur, mais surtout aussi permettre à l'entreprise de réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour agir sur le comportement du consommateur, pour que ce comportement lui soit favorable. Alors, on utilise la modélisation dans le cadre de la publicité. Ça permet effectivement de voir quels sont les supports les plus intéressants par rapport à une cible. On l'utilise aussi dans l'implantation d'un point de vente, dans la prévision des ventes. Alors, on l'utilise dans plusieurs domaines ou dans plusieurs activités au niveau du marketing. Alors, pour aller véritablement dans le concret, pour nous permettre de pouvoir mieux comprendre la modélisation, on va prendre un cas et on va s'intéresser davantage au comportement du consommateur, la modélisation du comportement du consommateur. Alors, ce sera un exemple qui va nous permettre, bien entendu, d'aller plus en profondeur dans la modélisation. Alors, pour ce cas qu'on va prendre qui va concerner la modélisation dans le cadre du comportement du consommateur, donc dans sa décision d'achat, nous allons dans un premier temps voir quelles sont les variables ou les facteurs qui peuvent expliquer le comportement du consommateur. Alors ensuite, bien entendu, toujours dans cette logique d'identifier les variables, les facteurs pouvant expliquer cela. Alors nous allons parler des types d'achats. Nous parlerons aussi des différents rôles que l'individu peut jouer dans le processus de décision d'achat. Et bien entendu, nous allons, pour terminer, parler du processus de décision d'achat lui-même. Donc, identifier les différents modèles que l'on utilise dans l'analyse du processus de décision d'achat. Alors, mais dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est d'abord d'identifier les facteurs qui peuvent expliquer le comportement du consommateur. Alors, on les classe en deux catégories. On a les facteurs internes et on a les facteurs externes. Ces facteurs, dans tous les cas, ces deux types de facteurs expliquent le comportement du consommateur. Alors, dans les facteurs internes, nous avons les facteurs psychologiques et les facteurs personnels. Ces deux types de facteurs peuvent expliquer les raisons pour lesquelles un consommateur se comporte d'une certaine manière. Et ensuite, nous parlons des facteurs externes et dans les facteurs externes, nous parlons des facteurs autant pour moi, interpersonnels et des facteurs socioculturels. Alors, dans un premier temps, les facteurs internes. Alors, au niveau des facteurs internes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a les facteurs psychologiques. Alors, dans les facteurs psychologiques, on va commencer par le premier facteur, le premier qui permet d'expliquer le comportement du consommateur. Alors, c'est même le déclencheur du processus de décision d'achat. On peut se poser cette question, qu'est-ce qui euh, permet de démarrer ce processus de décision d'achat? Alors, on le sait tous, pour qu'un client agisse, pour qu'un client déclenche le processus de décision d'achat, il faut bien entendu qu'il ressente un besoin. Donc c'est la raison pour laquelle, bien entendu, le premier élément, le premier facteur qui peut expliquer le comportement du consommateur dans ce processus de décision d'achat, c'est bien entendu le besoin.
Alors, le besoin que certains auteurs ont catégorisé ou euh, certains auteurs ont fait une typologie de ces besoins. Alors, la typologie la plus connue, la plus acceptée, la plus utilisée, que ce soit en marketing, en sociologie, en économie, en psychologie, en management, etc., c'est la pyramide d'Abraham Maslow avec les 5 niveaux de besoins. Besoin physiologique, besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'estime et de réalisation de soi ou d'accomplissement. Mais quand on ressent un besoin qui est un état de manque, on agit dans le but de le satisfaire. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que le besoin, il est plutôt générique et il est précisé en désir. Si par exemple, j'ai besoin de me désaltérer, j'ai besoin de boire une boisson fraîche, je peux désirer boire du coca ou je peux désirer boire de l'eau fraîche, une marque d'eau bien précise. Si j'ai besoin de manger, je peux désirer manger une salade, ou je peux désirer manger un hamburger, etc., ou une pizza. Donc, le besoin se précise en désir. Alors, l'entreprise cherche plus à agir sur les désirs en proposant une façon spécifique de satisfaire le besoin. Quand vous allez à KFC, KFC vous propose des ailes de poulet. Quand vous allez dans un autre fast-food, on vous propose du shawarma. Quand vous allez dans un restaurant, on vous propose un plat de poulet à checker, etc. Donc, les entreprises proposent des façons différentes de satisfaire les besoins. Comme prenons besoin de vous déplacer, vous pouvez vous déplacer de plusieurs façons. Si vous voulez vous déplacer à pied, ben, les entreprises vous proposent des produits qui vont aller avec ce besoin, la satisfaction de ce besoin-là. Vous pouvez désirer vous déplacer à pied. Et précisément dans ce cas-là, vous avez la possibilité d'avoir entre Nike, Asics, Reebok, euh, Air Jordan, etc. Vous avez la possibilité d'avoir plusieurs marques de chaussures et chacune de ces entreprises-là va chercher à ce que le client qui veut se déplacer à pied achète ma marque de chaussures plutôt que la marque du concurrent. Donc, il est important que l'entreprise agisse sur le désir. Donc, ça veut dire que l'entreprise ne va pas chercher à satisfaire seulement le besoin, elle va chercher à satisfaire précisément le désir et plus loin les préférences des clients. Alors, il y a 3 éléments qui vont ensemble et qui expliquent notre comportement. Besoin, désir et motivation. Alors, bien entendu, la motivation est aussi un élément très important. Alors, c'est une énergie qui pousse l'individu à agir dans le but de satisfaire un besoin. Maintenant, cette énergie, elle peut être positive. Dans ce cas-là, on l'appelle motivation, mais il peut s'agir d'une énergie négative. Et dans ce cas-là, on parle de frein. Maintenant, dans les deux cas, l'entreprise doit identifier qu'est-ce qui va pousser le client à aller vers son offre, donc quelle est cette énergie positive-là, pour essayer de l'orienter vers ça, pour essayer de l'influencer à acheter son produit. Par contre, s'il y a un frein, donc une énergie négative, il est important que l'entreprise décèle ce frein-là pour essayer de lever ce frein-là. Donc si par exemple ça peut être la peur par rapport à la vitesse pour une voiture, l'entreprise doit rassurer le client en parlant par exemple des airbags, du système de freinage ABS ou du système de freinage qui permet quand la voiture est devant un obstacle qu'elle s'arrête, etc. Donc si l'entreprise n'identifie pas les freins, ben, effectivement, elle n'aura pas d'argument pour faire acheter le client. Donc, il faut qu'elle identifie les freins pour pouvoir lever ces freins-là. Parce que dès qu'il y a un frein, le client, en général, il ne va pas jusqu'au bout. Il s'arrête. Donc, ça veut dire que le processus peut s'arrêter. Donc, il y a ces 3 éléments qui influencent le comportement du consommateur. Besoin, désir, motivation. Maintenant, au-delà de ces 3 éléments, il y a aussi, bien entendu, les attitudes. Alors, c'est une notion, concept que l'on utilise beaucoup en publicité parce que la publicité intervient sur les 3 dimensions de l'attitude, la dimension cognitive,
là où on parle de niveau de connaissance, donc to know, la dimension affective, on parle de ressenti, de sentiment, donc to feel, et la dimension conative où on parle d'action, donc to do. Comme je vous l'ai dit, la communication intervient à ces trois niveaux. Parce que moi, entreprise, qu'est-ce que je cherche à faire? Je cherche à faire connaître mon produit, je cherche à faire aimer mon produit et je cherche à faire agir le client par rapport à ce produit-là. Donc, il y a les attitudes aussi il y a l'attitude qui influence le comportement du consommateur. Non, il y a aussi le processus d'apprentissage qui fait référence aux habitudes d'achat. Donc, pour certains produits, les habitudes d'achat sont bien installées, donc ces habitudes d'achat vont avoir une incidence sur le processus d'achat. Donc, ça veut dire que pour les produits qu'on a l'habitude d'acheter, en général, le processus est assez court parce que, étant donné qu'on a l'habitude de les acheter, il n'y a plus ce temps de recherche d'informations, ce temps de réflexion. Le temps de réflexion se raccourcit, le temps de recherche d'informations se raccourcit parce que ce sont des produits qu'on a l'habitude d'acheter. Donc, c'est presque comme un réflexe de les acheter. Je me rends compte que je n'ai plus de lessive chez moi, ben, je vais à la boutique, je ne me pose pas de questions à savoir où est-ce que je peux l'acheter, combien ça coûte, quelle est la marque qui correspondrait le mieux à la satisfaction de mon besoin, etc. Je ne me pose pas ces questions parce que j'ai l'habitude d'acheter ces produits-là. Par contre, s'il s'agit de l'achat d'une voiture, ben, il y a moins cette influence du processus d'apprentissage ou des habitudes d'achat parce que ce sont des produits que je n'ai pas l'habitude d'acheter. Alors, au-delà du besoin, du désir, de la motivation, de l'attitude, du processus d'apprentissage, nous avons aussi le concept de soi et la perception qui jouent un rôle important parce que la façon dont on veut être perçu ou la façon dont on veut être perçu par les autres ou la façon dont on est perçu va forcément influencer notre comportement d'achat. Si je suis une femme de 25 ans, je me trouve vieille, mais je voudrais paraître jeune, ben, je vais forcément, la façon dont je me perçois, donc le concept de soi euh, effectif rapporté au concept de soi idéal va avoir une incidence sur mon comportement d'achat. Si je me rends compte que la façon dont je me vois maintenant ne correspond pas à la façon dont je voudrais me voir, là je me trouve vieille, je suis une femme 25 ans, je me trouve vieille, je voudrais me trouver jeune, mais il y a un gap entre le concept de soi effectif et le concept de soi idéal. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais euh, agir dans le but de me rapprocher de ce concept de soi euh, idéal. Je vais changer ma coupe de cheveux, je vais porter des habits plus jeunes de mon âge, 25 ans, plus jeunes, qui vont me paraître plus jeunes. Je vais me faire une coupe, je ne sais pas si j'en ai parlé, je vais faire une coupe qui va me laisser paraître plus jeune. Je vais faire du sport, etc., etc. Donc, je vais me maquiller. Donc tout cela pour avoir une perception qui correspond à moi ce que je veux. Donc bien entendu, quand on parle de concept de soi, c'est très souvent lié à la perception. Donc il y a le concept de soi effectif, la façon dont je me perçois maintenant ou la façon dont les autres me perçoivent, et le concept de soi idéal, la façon dont je voudrais me percevoir ou la façon dont dont je voudrais que les autres me perçoivent. Donc, il y a ces différents éléments qui influencent le comportement du consommateur, mais à un niveau psychologique. Donc, je reprends besoin, désir, motivation, attitude, attitude processus d'apprentissage, concept de soi et perception. Ensuite, nous avons une autre famille de facteurs qui influencent le comportement du consommateur. Ce sont ce qu'on appelle les facteurs personnels. Alors, quand on parle des facteurs personnels, nous avons l'âge et le cycle de vie familial. Forcément, l'âge que j'ai influence mon comportement d'achat. Par exemple, pour la nourriture, si j'ai 1 an, le type de nourriture que je mange est différent du type de nourriture que je mange si j'ai 18 ans, qui est différent du type de nourriture que je mange si j'ai
55 ans ou 70 ans. Donc l'âge conditionne cela. Ben, pareil aussi pour l'habillement. Les habits que je porte sont différents selon mon âge. Donc l'âge influence le comportement du consommateur, mais aussi le cycle de vie familial. Quand on parle de cycle de vie familial, effectivement, l'individu évolue dans une société et bien entendu, il évolue dans un groupe social et bien entendu, dans ce groupe social, il y a la famille. Donc, le cycle de vie familial, il est d'abord célibataire, ensuite marié. Bon, en fait, je résume les différentes étapes du cycle de vie familial. Il est célibataire, il est ensuite marié, sans enfants, ensuite il a des enfants en bas âge, ensuite les enfants grandissent, ensuite, bien entendu, selon qu'on soit dans le contexte occidental ou le contexte sénégalais, il y a le couple qui est âgé mais seul. Alors dans le contexte africain, le couple est âgé mais entouré toujours de la famille, souvent dans nos pays. Et on a une dernière étape où on a juste un membre du couple, que ce soit l'homme ou la femme, mais âgé. Dans le contexte occidental, il est seul ou en maison de retraite. Par contre, dans notre société, il est entouré de sa famille. Bien entendu, ce que je veux vous faire comprendre par rapport au résumé de ces différentes étapes du cycle de vie familiale, c'est que par exemple, les préoccupations, les dépenses ne sont pas les mêmes pour un célibataire comparé à un marié qui a des enfants en bas âge. Donc, si moi, entreprise, je veux influencer ma clientèle, il faut que je puisse savoir par rapport à quelle étape ces clients se situent. Est-ce que ma clientèle concerne les, euh, les personnes qui sont mariées avec des enfants en bas âge? Et le type de produit que je commercialise se trouve à quel niveau par rapport à leurs dépenses? Parce que par exemple, si je suis dans le divertissement ne vient pas en priorité pour cette catégorie de personnes, donc pour les personnes mariées avec des enfants en bas âge. Par contre, pour un célibataire, bah, oui, le divertissement peut avoir une place importante par rapport à ses dépenses. Donc, l'âge et le cycle de vie familial influencent le comportement du consommateur. Alors, au-delà de l'âge et du cycle de vie familial, il y a aussi la personnalité et le style de vie. La personnalité de l'individu, de même que son style de vie, peuvent aussi expliquer son comportement d'achat ou de consommation. Donc, en gros, voici au niveau interne, psychologique et personnel, les différents facteurs qui peuvent expliquer le comportement du consommateur. Maintenant, au-delà de ces facteurs externes, internes, autant pour moi, il y a aussi les facteurs externes. Alors, quand on parle de facteurs externes, on pense principalement aux facteurs interpersonnels, donc la relation que j'ai avec les autres, mais aussi les facteurs socioculturels. Donc, dans les facteurs interpersonnels, il y a le groupe d'appartenance, donc le groupe auquel j'appartiens qui peut influencer mon comportement d'achat. Il y a aussi le groupe de référence, donc qui n'est pas forcément le groupe d'appartenance. Donc le groupe de référence est le groupe auquel je me réfère. Alors, le groupe auquel je me réfère peut être le groupe auquel j'appartiens, ou ça peut être différent. Je donne un exemple. Si, considérons que je sois Niassène ou je sois Tidjane et que j'aime bien l'accoutrement mouride, donc dans le domaine vestimentaire traditionnel, pour la fête de la Korité ou de la Tabaski, je vais me faire coudre un bailahat parce qu'effectivement, dans ce domaine-là, pour les habits traditionnels, ben, c'est la communauté mouride qui constitue mon groupe de référence. Mais, encore une fois, je précise dans l'habillement. Donc, dans ce cas-là, l'exemple que j'ai pris, c'est pour vous montrer que dans certains cas, le groupe d'appartenance peut être différent du groupe de référence. Alors, le groupe d'appartenance peut influencer ou expliquer le comportement du consommateur. Nous avons aussi le groupe de référence. Et nous avons aussi l'influence informative. Donc l'influence informative, elle survient ou elle peut expliquer le comportement du consommateur en général pour les produits d'achat réfléchi ou d'achat planifié. Je m'explique. Ce sont des produits en général pour lesquels l'individu voulant faire un achat et se rendant compte qu'il n'a pas assez d'informations
va aller chercher des informations pour procéder au meilleur achat. Et donc, effectivement, il va chercher des informations parce qu'il se rend compte que c'est un achat qui est impliquant. Si je veux acheter un bonbon à la menthe, si je veux acheter des biscuits, je ne vais pas aller rechercher beaucoup d'informations parce que en général, c'est pas très impliquant. Le produit ne coûte pas cher, il n'y a pas en général de risque. Donc là, pour ces cas-là, la plupart du temps, il n'y a pas une forte influence de l'influence informative. Donc, on ne va pas vers la recherche d'informations. Alors, il y a aussi l'influence normative. Alors, l'influence normative, elle survient en général pour l'achat de produits pour lesquels la société a un fort impact sur l'achat. Donc, en général, c'est le cas des préservatifs, c'est le cas des contraceptifs de façon générale, les pilules du lendemain, pour l'alcool, par exemple, au Sénégal. En général, pour ce type de produit, il y a très souvent l'influence de la société dans laquelle nous vivons. Donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous comprendrez très bien, quand on parle d'influence normative, il y a le terme norme. Donc, ça veut dire que l'individu, par rapport à son achat, essaie de se conformer aux normes de la société. Donc, ces normes-là, très souvent, influencent aussi notre comportement d'achat et de consommation. Alors, je reprends au niveau des facteurs interpersonnels, j'ai parlé du groupe d'appartenance, du groupe de référence, de l'influence informative et de l'influence normative. Alors, il y a aussi les leaders d'opinion qui influencent fortement une communauté par rapport à l'achat d'un produit. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on les utilise dans les publicités. Et il y a la famille, pour terminer avec les facteurs interpersonnels. Alors, la famille aussi qui influence beaucoup le comportement du consommateur. Alors, dans le cadre de la famille, il y a plusieurs types de décisions qui sont prises. Ben, il y a les décisions, on va dire, décisions dominées par la femme. Il y a la décision dominée par l'homme. Il y a la décision indépendante de la femme, il y a la décision indépendante de l'homme, il y a la décision syncrétique. Syncrétique, c'est prise de concert entre l'homme et la femme. Et il y a la décision dominée par l'enfant. Donc, on a ces différents types de décisions. Maintenant, pourquoi est-ce que j'en parle? C'est que l'entreprise doit s'interroger à quel type de décision appartient à mon produit. Donc mon produit, le produit que je commercialise, appartient à quel type de décision dans le cadre de l'influence familiale. Est-ce que c'est un produit dont la décision est dominée par l'homme? Est-ce que c'est un produit dont la décision est dominée par la femme? Est-ce que c'est un produit dont la décision est indépendante de l'homme? Est-ce que c'est un produit dont la décision est indépendante de la femme? Est-ce que c'est un produit dont la décision est syncrétique ou est-ce que c'est un produit dont la décision est dominée par l'enfant? Ce serait même intéressant qu'on s'intéresse à ça et que vous donniez des exemples, on verra ça lors de la visioconférence, et que vous donniez des exemples pour chacune de ces décisions. Alors, et pour terminer avec les facteurs externes, nous allons aborder les facteurs socioculturels. Alors, pour les facteurs socioculturels, on peut retenir trois éléments. La culture. Alors, très souvent, effectivement, pour certains types de produits, la culture ou la sous-culture peut être un facteur qui peut véritablement expliquer le comportement du consommateur. Dans l'alimentaire, on peut donner cet exemple, dans l'habillement aussi. Et nous avons des produits qui sortent du cadre culturel, qui ne sont pas influencés par la culture, comme par exemple l'ordinateur, le téléphone, le jean en général, quelle que soit la culture du monde où l'on va, on retrouve ces types de produits-là. Et nous avons aussi les valeurs, donc, qui sont des références d'un groupe social et qui constituent même le socle de ce groupe et qui influencent fortement les comportements des consommateurs. Je prends l'exemple de l'Afrique. Alors ici, il y a des valeurs
les valeurs liées au respect des anciens, les valeurs liées à la solidarité sociale, qui sont des valeurs très fortes, très ancrées. Je donne un exemple: si vous voulez faire un business dans le domaine des maisons de retraite, bon, l'Afrique n'est pas vraiment un bon terreau pour faire évoluer votre business. Donc, parce que les valeurs ne sont pas... Alors, les valeurs que l'on a dans ces maisons de retraite, ce ne sont pas des valeurs, ou les valeurs euh, véhiculées par ce type de business ne sont pas des valeurs qui sont partagées au niveau de notre société africaine. Et nous avons la classe sociale qui est une stratification de la société, et cette stratification de la société, la classe sociale à laquelle on appartient, peut aussi expliquer le comportement du consommateur. Alors, aujourd'hui, il y a principalement trois classes sociales que l'on retrouve dans la plupart des pays, des économies. On a une classe sociale moins aisée ou défavorisée, on a une classe sociale aisée, et on a au milieu une classe moyenne qui tend de plus en plus à s'effriter. Alors, voici en gros un peu les différents facteurs qui influencent ou qui peuvent expliquer le comportement du consommateur. Alors, je vous invite véritablement, si vous voulez avoir plus d'informations, à faire des recherches dans ce domaine-là, et ça nous permettra d'avoir de la matière pour en discuter davantage lors de la visioconférence. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se revoit bientôt.